18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Luc Barré. Bonsoir Monsieur Barré, auteur de ce livre extraordinaire, le premier tome de De Gaulle, une vie, l'homme de personne, 1890-1944 aux éditions Grasset. Et on va revenir avec vous sur ce que disait le général de Gaulle de l'État d'Israël, de ses relations avec l'État d'Israël, parce qu'évidemment, on retient un certain nombre de choses dans les phrases qu'il a prononcées. On va écouter deux archives de l'INA, parce que c'est toujours extrêmement porteur de sens. Et puis, les mots qu'il prononce sont quasi prémonitoires quand on voit ce qui se déroule aujourd'hui, évidemment, en Israël. Écoutons d'abord le premier extrait. C'est en 1967, le général, dans une conférence de presse à l'Élysée, évoque ce qu'il a dit au ministre des Affaires étrangères israélien, qui s'appelait M. Eban. Si Israël est attaqué, lui dis-je alors en substance, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Certes, malgré l'infériorité numérique de votre population, étant donné que vous êtes beaucoup mieux organisés, beaucoup plus rassemblés, beaucoup mieux armés que les Arabes, je ne doute pas que, le cas échéant, vous remporteriez des succès militaires. Mais ensuite, vous vous trouveriez engagé sur le terrain et au point de vue international, dans des difficultés grandissantes. D'autant plus que la guerre en Orient ne peut pas manquer d'augmenter dans le monde une tension déplorable et d'avoir des conséquences très malencontreuses pour beaucoup de pays, si bien que c'est à vous, devenus des conquérants, qu'on en attribuerait peu à peu les inconvénients. Voilà pour cette archive du général de Gaulle en 1967. Le diagnostic n'a pas pris une ride, Jean-Luc Barré. Non, enfin d'abord, c'était pas un ennemi d'Israël. Hein. Je veux dire, c'est même un ami des Juifs. Je tiens à le rappeler parce que on interprète toujours cette fameuse phrase qu'on n'a pas entendue, mais que l'on connaît sur peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Je montre dans ce livre d'ailleurs que dès 1940, à Londres, il a des relations avec les représentants de l'agence juive qui défend les intérêts de la communauté en Angleterre. Donc il est très en lien d'ailleurs avec Albert Cohen, qui était le représentant de cette agence. Il a été très sensible tout de suite à ce qui se passait contre les Juifs en France, contrairement à ce qu'on a pu dire aussi, donc il n'a pas été indifférent. Mais je crois qu'il y a un doute quand même fondamental, je l'aborderai dans le troisième volume de la biographie, sur la création de l'État d'Israël chez De Gaulle. Je pense qu'il y a une question qui se pose. Et c'est ce à quoi renvoie d'ailleurs cet extrait. Et il y a une responsabilité d'Israël du fait même de la création de cet État par rapport au peuple environnant. Et puis il y a la question évidemment de la colonisation ensuite. Il y a évidemment aussi cette phrase où il évoque le peuple sûr de lui, le peuple d'élite sûr de lui, dominateur. Ça ne résume pas la pensée du général. Non, d'ailleurs, il a dit à son fils à ce moment-là, j'aurais bien aimé pouvoir en dire autant du peuple français. Donc ça veut bien dire que c'est pas péjoratif. Mais ça veut dire que simplement, ce côté dominateur, le peuple d'élite, c'est quand même une reconnaissance de ce qu'est le peuple juif et en l'occurrence peut-être aussi l'État d'Israël, mais en tout cas, il y a une responsabilité. Et dominateur, ça veut dire qu'on domine qui? En l'occurrence, on domine des peuples plus vulnérables. Donc, je rappelle aussi d'ailleurs qu'à son arrivée au pouvoir en 1958, il se trouve que les Israéliens étaient très introduits, et beaucoup d'officiers israéliens étaient devenus des conseillers de la défense française, et il leur a demandé de partir. Au nom de l'indépendance de la France, simplement, ce n'était pas une défiance particulière. Et puis, évidemment, il a aussi fait en sorte que des livraisons d'armes n'aient pas lieu à ce moment-là. On sait très bien qu'il a gelé un certain nombre d'armes qui devaient aller en Israël. Donc il a au fond, à ce moment-là, il est conscient du danger qui va s'installer par la colonisation. C'est ça le hantise du général, et que, évidemment, tout ça va se vérifier largement. Et il dit, voilà, si Israël attaque, attention, la pression dans le monde entier va grandir. Oui, il connaît bien, c'est vraiment en plus. ce à quoi on assiste aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, il connaît bien parce qu'il a été au Liban, il a été en Syrie, il a été en Palestine dans les années 30. Donc, il connaît très bien la complexité de ce monde-là. Il ne faut jamais oublier chez De Gaulle la vision aussi. Tout ça vient de loin tout le temps. On n'est pas dans l'actualité aujourd'hui. Tous les hommes politiques commandent l'actualité et réagissent à l'actualité. De Gaulle réagissait à une vision, une réflexion de fond, et connaissait suffisamment ce monde-là pour savoir à quel point ce monde était dangereux. Et quand on entend Emmanuel Macron dire qu'il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme, parce que ce n'est pas son rôle, dit-il, et parce qu'il est garant de l'unité de la nation.
Est-ce que vous pouvez entendre Je ça? peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Je pense que je ne vois pas le général de Gaulle manifester dans les rues de Paris. Donc il est garant de cela. Après, est-ce qu'il y a une ambiguïté chez lui? Je ne le crois pas. Mais je crois qu'il est dans ce rôle de chef de l'État de préserver les équilibres. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça soit de l'en même temps, en l'occurrence, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure politique possible. Alors, Louis Dragnel, une question. Alors, Emmanuel Macron, régulièrement, confie depuis le début du conflit aux gens qu'il rencontre qu'il veut s'inscrire dans les pas du général de Gaulle. Et j'ai relu, pas le seul. j'ai relu la page 1491 des mémoires du général de Gaulle, et il dit... Vous êtes précis, Louis Dragnel. Nous n'avons aucune... nous n'avons aucune raison de prendre parti, quels que soient les sentiments. On ne recouvrera pas la paix avant très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre le général de Gaulle qui dit qu'il ne faut pas prendre parti et un Emmanuel Macron dont on a l'impression qu'il veut montrer qu'il prend parti un peu pour les deux? C'est un peu le sentiment qu'on a. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette impasse. Oui, parce que, enfin, quand vous écoutez la conférence de presse du général, il prend parti. Il dit clairement les choses. Donc on n'est pas dans l'en même temps. On ne peut pas ménager tout le monde à la fois. Il appelle, encore une fois, Israël à prendre ses responsabilités par rapport à un conflit qui ne peut que dégénérer. Donc c'est tout à fait différent. Dans le gaullisme, il n'y a pas de l'en même temps. Il y a un moment donné, il y a un choix. C'est le 10 juin 40, il n'y a pas d'en même temps. Il y a un combat qui est très clair. Et je crois qu'Emmanuel Macron, en effet, veut, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde veut s'inscrire dans la ligne du général de Gaulle. C'est une des raisons de ce livre d'ailleurs, au fond. C'est de rappeler ce que vraiment a pensé le général de Gaulle, ce qu'il a voulu faire. Et son message n'a pas vieilli, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, donc on n'est pas dans un message de souci d'équilibre à tout prix. Il y a des moments où les choix s'imposent. Mais Jean-Sébastien Ferjou, une question. Moi, ce qui me semble, mais je ne sais pas ce qu'en pensera M. Barré, c'est que la grande intelligence historique du général de Gaulle a été de voir, là où si peu le voyait à l'époque, dans les années 30, en 1940, de voir qu'il ne s'agissait pas juste d'une simple résurgence d'un sentiment national allemand, d'une simple résurgence impérialiste de l'Allemagne, et que Hitler n'était pas Guillaume II. Il voyait l'abomination qu'est le nazisme, il voyait le danger totalitaire du nazisme. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui confondent la cause palestinienne avec le Hamas sont incapables précisément de cette même clairvoyance qu'avait su montrer le général de Gaulle. Parce que le Hamas est un mouvement à vocation totalitaire. Ça ne résume certainement pas les Palestiniens ni de Gaza. On avait vu les enquêtes d'opinion avant le déclenchement de la guerre. Les Palestiniens de Gaza assez largement rejetaient le Hamas, ni évidemment les Palestiniens dans leur ensemble. Et cette vision-là du général de Gaulle, de savoir voir le danger totalitaire en quelque sorte où il est, parce que les gens qui font référence à 1967 en permanence, il n'y avait pas l'islamisme en 1967, la Syrie n'était pas islamiste, l'Égypte n'était pas islamiste, l'OLP n'était pas islamiste. Monsieur Barré. Non, simplement, effectivement, il savait voir ça, mais quand il parle, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais du véritable danger que représentait la colonisation, nous sommes en 1967, entre 1967 et aujourd'hui, ô combien la colonisation s'est accrue. Donc c'est cela le véritable le fond, en tout cas de ce que veut dire le général de Gaulle, et il est assez bien placé, lui, qui a dirigé la résistance, pour savoir aussi la valeur de la résistance, alors ce qui ne veut pas dire qu'il aurait cautionné ni de près ni de loin des mouvements terroristes, mais il connaît aussi la valeur de la résistance d'un peuple qui se bat aussi pour sa destinée. Il n'aurait pas qualifié de colonie l'État d'Israël, il parlait de la Cisjordanie. Non, je sais bien que ce n'est pas ce que vous dites. La colonisation des territoires. Non, mais je sais bien, c'est pas ce que vous dites, mais beaucoup de gens considèrent, ils répètent, le conflit n'a pas commencé le 7 octobre, il y a 75 ans de colonisation. Bien sûr. Non, depuis 1967, enfin en tout cas, Israël a occupé des territoires après. Non, et dans cette affaire aussi, un des messages du général de Gaulle, c'est sur la vocation de la France. Dans l'affaire ukrainienne, on a retrouvé le même phénomène qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que la France a perdu de sa capacité de médiation. C'est-à-dire que la voix de la France ne compte plus ou compte moins. Et c'est ça le fond du problème, c'est que De Gaulle n'a jamais... Rappelez-vous son intervention dans le conflit au Vietnam, ce qu'il a pu dire, raconter à ce moment-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que la question a été réglée ensuite lors d'une conférence à Paris. Donc, cela, nous avons perdu cette capacité-là de médiation. Et évidemment, on ne peut pas se contenter de tenir un discours simplement de circonstance. Alors, Eric Nolot, une question et ensuite Nathalie. Moi, j'ai été assez surpris de votre réaction aux déclarations d'Emmanuel Macron. D'abord parce que je vous ai connu quand même beaucoup moins indulgent envers Emmanuel Macron de manière générale. Mais en même temps, si on compare Emmanuel Macron au général de Gaulle, qui imagine, comme dirait l'autre, le général de Gaulle dire « Écoutez, moi je prends cette position parce que j'ai peur des émeutes en banlieue où je fais recevoir, en tout cas par mes conseillers, un personnage comme Yacine Bellatar ». Je trouve que
Qu'est-ce que j'ai dit en quoi j'étais indulgent à l'égard d'Emmanuel Macron? Vous dites au fond, je comprends sa position, il est garant de l'union nationale. Moi, je n'appelle pas ça le garant de l'union nationale. J'appelle ça céder à une forme de pression de la rue de banlieue, pour être beaucoup plus précis, et ensuite pousser la compromission jusqu'à recevoir un personnage aussi douteux que Yacine Bellatar pour lui demander son avis. Enfin, vous imaginez le général de Gaulle dans ces deux situations? Moi, je ne le crois pas. La question m'a été posée de savoir si sa place était dans la manifestation de C'est la même question. Après, ce qu'il peut faire... Je crois que le problème de ce président de la République, et en cela, il s'éloigne évidemment énormément du général de Gaulle, c'est qu'il réagit de manière très imprévisible et très confuse. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est clair, mais je répondais simplement à une question posée sur le fait que... je ne crois pas que le rôle du président de la République soit d'aller marcher dans les rues, sauf évidemment un événement encore plus grave. Mais il est quand même très grave cet événement. Mais bien sûr qu'il est grave, mais bien sûr, vous n'avez pas... 1200 actes antisémites, si c'est pas assez... Mais évidemment, 1500. De vous rappeler, 1500, non, j'ai pris soin de vous rappeler à quel point le général de Gaulle, sur ces questions-là, était intraitable sur les questions d'antisémitisme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il serait allé manifester, mais j'en sais strictement rien. On attend de vers une question. Moi, j'avais une question à vous poser sur... Vous parliez de la vocation de la France. Est-ce que ce n'est pas aussi la position de la France, en dehors de la responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron, qui a évolué? Ce que j'entends par là, c'est que chaque fois qu'un président essaye de s'inscrire dans cette ligne gaullienne de l'équilibre, eh bien, ça ne marche pas toujours. Si on regarde par exemple les relations entre la France et les pays arabes, on peut voir que Jacques Chirac encore pouvait, quand il a rétabli des relations cordiales, amicales avec l'Algérie, ça pouvait fonctionner, ça pouvait créer une grande amitié. On se souvient des scènes de Liesse où il était accueilli comme un héros à Alger, à Oran, etc. Quand il a dit la fameuse phrase sur Go back to my plane, pareil, il a été accueilli comme un héros en Palestine. Et Emmanuel Macron, qui a essayé, par exemple, sur la question algérienne et sur la question palestinienne, de faire exactement les deux choses, c'est-à-dire il a imité Jacques Chirac en allant même plus loin que lui, en parlant de crimes contre l'humanité sur la colonisation. Ça n'a servi à rien. Il a été relativement mal accueilli, notamment à Oran, quand il a été insulté, quand il a visité Oran. Les relations avec l'Algérie sont aujourd'hui très mauvaises. Quand il a imité Jacques Chirac pour dire à Jérusalem, on en parlait tout à l'heure, pour faire exactement la même scène au même endroit, ça n'a pas marché non plus. Est-ce qu'en dehors de la volonté présidentielle, il n'y a pas aussi la position de la France qui a profondément changé? Non, je crois qu'il y a, pour avoir travaillé avec Jacques Chirac, je peux vous dire que Chirac avait des convictions très fortes dans un certain nombre de domaines, pas dans tous d'ailleurs, mais... Et il avait une connaissance, j'allais dire presque intime, de ces peuples et de cette histoire-là. Donc quand il dit la relation qu'il a créée avec l'Algérie, le choix qu'il a fait de ne pas partir en guerre en Irak, ce n'est pas des choix de circonstances, ce n'est pas des choix opportunistes. Et donc il y avait une sorte de légitimité à dire ce qu'il a dit, donc il était cru d'une certaine manière par ces peuples-là. Emmanuel Macron sur l'Algérie a dit en effet, a parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, ensuite s'est attaqué au gouvernement algérien en essayant de le culpabiliser. Donc on est encore une fois dans un discours qui n'est pas cohérent et qui chez lui ne vient pas d'une expérience particulière de ces peuples-là. On est sur une sensibilité très particulière. Donc, et Chirac savait ça et comprenait ça, et le général de Gaulle aussi, en tout cas pour ce qui concerne les peuples du Moyen-Orient. Jean-Luc Barré, dans votre livre De Gaulle, une vie, vous rappelez que Charles de Gaulle défendait les Juifs de son gouvernement. À un moment, un de ses collaborateurs, M. Georges Boris, a été interdit d'entrer dans son bureau par un général, par son chef d'état-major, et il lui a dit, eh bien, M. Georges Boris est peut-être juif, partisan de M. Blum et de bien d'autres choses, mais je ne vois qu'une chose, c'est que c'est un Français qui s'est engagé pour combattre à 52 ans. Et ça me suffit, je ne connais que deux catégories de Français, ceux qui ont fait leur devoir et ceux qui ne le font pas. Monsieur Georges Boris a fait son devoir, il a sa place ici. Voilà, on est au-delà des communautés, on est au-delà des religions, on est dans une idée de la nation et du service de la France. Est-ce que cette idée-là n'est pas dépassée aujourd'hui? Si elle est dépassée, c'est dommage, c'est peut-être l'origine de tous nos problèmes, c'est peut-être l'origine de tous les malentendus, c'est l'origine de toutes les crispations, puisqu'il n'y a plus de fédérateur, il n'y a plus un homme qui soit capable d'incarner la nation dans sa diversité. Parce qu'on ne peut pas réduire la France à telle ou telle communauté tout de même. Il y a une France qui est composée, qui est faite d'une certaine histoire. Il y a une France d'avant la colonisation, il y a une France sous la colonisation, il y a une France aussi d'après la colonisation, et on sait bien aujourd'hui ce que ça peut produire. Mais tout ça fait partie d'une histoire collective, et je pense que le président de la République, en tout cas le général de Gaulle, et il l'a fait d'ailleurs avant même d'être président, puisqu'il l'a fait durant la période de la France libre, a su rassembler au-delà des diversités politiques, religieuses, de toute origine d'ailleurs. Ce que vous racontez très bien dans ce livre, c'est à la fois la vision qu'il avait pour notre pays, mais pour l'équilibre dans le monde aussi. Oui. Et là-dessus, il avait une vision très particulière. Oui, par exemple, si je prends le cas de la relation avec la Russie, qui est un débat qu'on a eu évidemment au moment de l'affaire d'Ukraine, et l'affaire d'Ukraine qui continue au passage, même si on en parle moins. Il a toujours défendu l'idée que, d'abord, on ne devait pas faire l'Europe contre la Russie. C'est une phrase à laquelle il faut réfléchir,
parce que je crois qu'on a fait exactement le contraire. Et qui plus est, il a toujours parlé de l'amitié franco-russe. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on devait absolument tout excuser, tout pardonner. Je rappelle que lui a traité avec Staline, mais il a traité non pas avec Staline, il a traité, d'ailleurs il ne parlait jamais du RSS, il parlait toujours de Russie. Donc il y avait une idée nationale aussi, une idée qui venait de loin chez lui de ce qu'était l'identité d'un peuple. Et il a toujours parlé de cette relation-là. Donc, et bien sûr, il a parlé aussi de l'amitié franco-américaine. Mais ce souci d'équilibre, et surtout que c'était d'autant plus important à une période où les deux grands étaient en train de s'installer au détriment des autres peuples, des autres nations. Et donc il a essayé de trouver effectivement, vous parliez de la vocation de la France, et cette vocation de médiation qui permettait à la France d'exister dans les meilleures conditions possibles. Ce qui a été le cas, évidemment, du temps du général, qui sans doute avait conscience que la France n'était plus la grande puissance qu'elle avait été, mais qu'elle avait tout de même un destin, qu'elle avait une histoire, qu'elle avait une parole, et que cette parole pouvait être entendue par les autres peuples. De Gaulle, une vie aux éditions Grasset, c'est le premier tome de Jean-Luc Barré. C'est à mettre sous tous les sapins de Noël, si vous êtes des amateurs, parce que c'est absolument admirable. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Temps Punchline.